savez tous que l'entreprise met en œuvre des capitaux, utilise des ressources, mobilise du personnel afin de réaliser des objectifs. Bien entendu, lorsque je parle d'objectifs, donc on doit prévoir les mécanismes de contrôle de ces objectifs. En l'occurrence, on parle du contrôle de gestion. Vous savez tous que de nos jours, l'information constitue une vraie source de richesse. Lorsqu'on maîtrise l'information, lorsqu'on contrôle l'information, on peut très bien optimiser l'utilisation des ressources dont dispose l'entreprise. C'est dans ce cadre que l'entreprise est à la recherche de deux notions, de deux concepts, si vous voulez. Le premier, c'est l'efficacité. Le deuxième, c'est l'efficience. Lorsque je parle d'efficacité, je parle de l'atteinte à un objectif bien défini. Pour ce qui est de l'efficience, je parle de la manière avec laquelle on va utiliser ces ressources afin de réaliser les objectifs escomptés. Je parlais de l'information. Vous savez tous que parmi les grandes, si vous voulez, sources d'information dont dispose une entreprise, je cite la comptabilité générale, principalement, et la comptabilité analytique. La première, la principale critique est adressée à la comptabilité, c'est qu'elle est d'ordre historique. En fait, la comptabilité, elle traduit des faits, elle traduit des opérations, des transactions déjà effectuées par l'entreprise. Donc, elle ne va pas être prédictive, la comptabilité, puisqu'elle est donc historique. Pour ce qui est de la comptabilité analytique, on critique à la comptabilité analytique le fait qu'elle est vraiment, elle est subjective et elle comporte beaucoup d'arbitrage. Par exemple, lorsqu'on va affecter des charges fixes pour déterminer le coût de revient, on va utiliser par exemple les sections homogènes. Dans cette méthode de section homogène, il y a beaucoup d'arbitrage. Pour toutes ces raisons, les entreprises ont pensé à instaurer ce qu'on appelle le contrôle de gestion. Bien sûr, le contrôle de gestion comporte beaucoup d'outils, tels que l'analyse par la ratio, l'analyse des écarts et les tableaux de bord. Peut-être dans le cadre de cette application, je vais insister plus sur la notion du tableau de bord. Donc, bien sûr, cela n'amoindrit pas l'importance des autres sources ou outils de contrôle de gestion. Alors, je commence par dire que vous savez tous que l'entreprise est une organisation vivante. Elle est en perpétuelle mutation, donc vu l'environnement dans lequel elle va opérer, donc elle doit être toujours à l'écoute de son environnement. La gestion ou le management regroupe les décisions et des actions interdépendantes dans les domaines productifs, commerciaux, financiers et humains. Et là, bien sûr, vous savez tous que lorsque je parle de décision, je cite 3 niveaux de décision: les décisions politiques, les décisions stratégiques et les décisions tactiques ou opérationnelles. Le sens de l'action est donné par les orientations stratégiques qui consistent à définir des objectifs, des axes et des ressources. Bien entendu, vous savez tous que la stratégie est définie comme étant la fixation des moyens nécessaires pour arriver à un objectif bien déterminé. Pour piloter en permanence la performance et recenser les actions, le cas échéant, le manager se fonde sur des outils de gestion dans un contexte incertain et complexe. En académie, lorsqu'on va plus tard voir ce qu'on appelle l'analyse SWOT, donc on va voir que l'entreprise agit ou elle œuvre dans un environnement plein de menaces. Oui, l'environnement présente des opportunités et que l'environnement il présente beaucoup de menaces pour l'entreprise. C'est à juste titre, lorsqu'on va voir plus tard l'analyse SWOT, on va analyser les menaces et les opportunités offertes par l'environnement. On va analyser les forces et les faiblesses d'ordre intérieur. Une organisation. On a dit qu'une organisation est un ensemble d'éléments en interaction regroupés au sein d'une structure ayant un système de communication pour faciliter la circulation de l'information dans le but de répondre à des besoins et d'atteindre des objectifs bien déterminés. Je vous disais tout à l'heure que l'information constitue de nos jours une source d'information. D'ailleurs, les auteurs parlent de ce qu'on appelle la symétrie informationnelle. Ça veut dire que
asymétrie informationnelle. Lorsque quelqu'un détient une information, il peut l'utiliser pour réaliser des richesses aux dépens d'autres personnes. Donc ce n'est pas le cadre de cette mini-conférence. Une organisation est un système d'action collective dont le problème majeur consiste à définir des modes de coopération efficaces entre ses membres. Alors, on disait que l'organisation, elle utilise des ressources, elle mobilise du personnel. Donc, bien entendu, il y aurait des interactions. Le manager, bien entendu, il doit gérer donc, ces relations pour diminuer, pour résoudre, si vous voulez, les conflits d'intérêts, etc. Donc, cette organisation est caractérisée et articulée autour d'une structure hiérarchique et traversée par de multiples jeux de pouvoir. Elle est caractérisée par la poursuite de certains objectifs et cette organisation doit faire face à un contexte particulier et établir avec lui des relations durables. On parle toujours de l'interdépendance ou de l'interaction des actions. Donc, en fait, il s'agit d'une interdépendance de la gestion donc, systémique de 4 domaines, principalement la production, la finance, le commercial et les ressources humaines. La gestion est une science, une technique, c'est un art hybride, science dure et douce. Donc, elle a été définie par plusieurs façons. La performance. Lorsqu'on parle de pilotage de l'entreprise, bien entendu, dans un objectif d'assurer la performance de l'entreprise. Donc, d'assurer l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, c'est l'atteinte des résultats ou des objectifs escomptés. Et l'efficience, c'est la manière avec laquelle on va poursuivre ou on va assurer donc, ces objectifs. Donc, la stratégie, c'est une orientation principalement à long terme des activités d'une entreprise avec des objectifs et des moyens fixés à partir d'un diagnostic. Donc, la stratégie équilibre paradoxal, instable entre les forces antagonistes suivant ce que veut faire l'entreprise, donc ce qu'elle peut faire, ce qu'elle devrait faire l'entreprise et ce qu'elle est autorisée à faire. Bien entendu, à l'échelle autorisée parce que l'entreprise œuvre, elle agit dans le cadre de l'environnement qui présente donc des réglementations, des lois, des instructions, etc. Donc elle doit donc agir donc, dans le cadre de tout ce qui est autorisé par l'environnement dans lequel elle œuvre. Bien entendu, toute entreprise, toute organisation d'une certaine taille, bien entendu, doit faire son diagnostic stratégique. Donc il commence par l'analyse concurrentielle, le cycle de vie donc, des produits, donc les 5 forces de porteurs. Donc c'est le pouvoir de négociation avec les clients, je cite le pouvoir de négociation avec les fournisseurs, donc la rivalité existante, des concurrents existants. Donc Michael Porter parle de 5 facteurs. Puis l'analyse technologique, on parle de veille technologique. Bien entendu, donc vous savez tous que donc, les sciences évoluent, la technologie évolue. Donc l'entreprise qui n'assure pas cette veille stratégique, l'entreprise qui ne suit pas les technologies, bien entendu, elle va être donc, elle ne peut pas assurer la continuité de l'exploitation et elle va se voir donc quitter, si vous voulez, donc l'environnement dans lequel elle œuvre. Puis l'analyse organisationnelle. Donc on va analyser les compétences du personnel, les capacités organisationnelles, le métier, la flexibilité de l'entreprise face à son environnement et sa réactivité. Alors, bien entendu, lorsqu'on effectue donc, un diagnostic pour recenser, pour identifier les problèmes et pour réagir donc, afin d'assurer la pérennité, la continuité, si vous voulez, de l'exploitation. La dynamique de la gestion. Bien sûr, nous sommes devant un triangle, si vous voulez, triphasé, c'est l'environnement, donc les objectifs fixés par l'entreprise et son système d'information. De manière, l'information de nos jours constitue une vraie richesse, bien sûr, pour ceux et celles qui l'acquièrent en temps opportun et l'utilisent pour être réactifs et prendre les décisions adéquates. La stratégie, bien sûr, elle est fixée dans le cadre d'objectifs déjà pré-escomptés. Dans le cadre d'une organisation, l'organisation constitue, si vous voulez, la structure et les pouvoirs et les procédures.
je parle de procédure, on parle bien entendu de nos jours du système de contrôle interne. Le système de contrôle interne qui présente toutes les procédures implantées dans une entreprise par le personnel et la direction de l'entreprise afin de sauvegarder son patrimoine, afin d'assurer la bonne utilisation ou l'optimisation des ressources, afin de respecter les lois, les réglementations, etc. Et bien sûr, nous avons les acteurs qui ont eux-mêmes des objectifs, qui présentent certaines compétences, une culture bien déterminée et des comportements bien spécifiques. J'arrive au vif du sujet pour parler de l'évolution des outils de gestion pour piloter l'entreprise. On doit préalablement identifier les indicateurs comptables et financiers. Bon, je suis expert comptable, j'ai commencé par critiquer la comptabilité, mais bien entendu, la comptabilité va nous servir pour toute analyse stratégique. On va puiser les informations à partir de la comptabilité pour donc prendre les décisions. Alors, lorsque je parle de la comptabilité, je parle de la préparation des états financiers qui n'est pas une finalité en soi. Oui, c'est vrai, lorsque je prépare les états financiers, ça veut dire le bilan, l'état de résultat, l'état de prix et les notes. Je rends compte de mes performances en tant qu'entreprise aux actionnaires, je rends compte à l'administration fiscale et sociale, etc. Mais c'est tout, j'utilise cette information comptable pour faire toute analyse nécessaire. Donc je peux passer d'un bilan comptable à un bilan financier. Et par là, je peux extraire ou établir les ratios nécessaires. Par exemple, le ratio de fonds de roulement, la rotation des stocks, la rotation des clients. Tout ça, c'est à partir de l'information comptable. Mais bien entendu, on ne peut pas tout fournir. L'information comptable ne peut pas, à elle seule, nous fournir toute l'information nécessaire. Mais à partir de cette information, je peux l'exploiter, je peux l'utiliser, le retraiter, à la limite, pour arriver donc, à l'information souhaitée. On a les indicateurs comptables et financiers, on va les utiliser pour préparer l'analyse financière, le contrôle de gestion, mais demain, il y a des insuffisances. Il y a des indicateurs extra-comptables, tels que les indicateurs, le contrôle de gestion sociale, qui porte sur le volet ressources humaines, et les tableaux de bord sociétaux. Et là, bien sûr, lorsque je parle de tableau de bord, je peux parler de tableau de bord financier, tableau de bord productif, tableau de bord social. Donc, dans n'importe quel domaine donc, de gestion, je peux, on va voir plus tard, établir ses propres indicateurs. Le contrôle de gestion, bien entendu, en tant que moyen de pilotage de l'entreprise. C'est un ensemble d'outils et de méthodes fournissant aux différents responsables des données chiffrées caractérisant les activités d'une entreprise. C'est un système d'information pour un pilotage à 3 niveaux. La performance, c'est l'atteinte des objectifs avec la meilleure allocation des ressources. On parle de l'optimisation dans l'utilisation des ressources. L'organisation, gérer des processus pertinents et efficients apportant de la valeur. Et les risques, bien entendu, l'entreprise opère dans un environnement qui présente des menaces et bien entendu des risques. Et tout acteur dans cette entreprise doit gérer ces risques pour la maintenir à un niveau raisonnablement acceptable. On ne peut pas éliminer les risques, mais on peut essayer, on peut tendre vers un niveau de risque, si vous voulez, raisonnablement acceptable. D'ailleurs, ça me rappelle donc, les leçons de statistiques que nous avons tous étudiées. On parle de taux d'erreur acceptable. On ne peut pas anéantir à zéro, rendre à zéro le risque. Maintenant, on a 3 streets ou 3 stages de pilotage. Le premier stage, c'est la performance de l'activité. On va voir les résultats et les moyens. Deuxième stade, c'est l'organisation, les coûts et les caractéristiques. Et finalement, troisième stade, on va voir les risques, la gravité et l'occurrence de ces risques. Donc, le contrôle de gestion est un système d'information et de pilotage permanent de l'ensemble de l'organisation. Il sert à informer les décideurs, prévoir, mesurer, contrôler les coûts, les budgets pour allouer les ressources et atteindre les objectifs. Le contrôle de gestion, c'est un système d'information qui sert à aider à améliorer les processus et à réguler les comportements, prévoir, progresser, accompagner le changement, faire évoluer les outils pour
adapter l'organisation. On parle d'une organisation vivante, une organisation dynamique, en perpétuel changement. Donc on doit toujours veiller à mettre à jour, si vous voulez, à adapter cette organisation. Et maintenant, on va parler de la boîte à outils du contrôle gestion. Bien sûr, comme toute démarche, donc une planification, on a les outils nécessaires pour bien faire travailler ce contrôle gestion. Le premier outil, c'est le calcul des coûts. Donc par famille, coût complet, dans la comptabilité à gestion, coût variable, coût complet. Donc l'évolution, l'activité ciblée et cachée. Lorsqu'on va mener par exemple une analyse financière par l'utilisation des ratios, l'essentiel c'est pas le fait de calculer ces ratios, mais c'est de voir les tendances inhabituelles, les évolutions anormales par rapport dans le temps, c'est-à-dire d'une année à l'autre, ou dans l'espace, en comparant cette entreprise avec les entreprises confrères dans le secteur. Et la gestion budgétaire, on va élaborer les budgets pour, par la suite, faire calculer les écarts entre ce qu'on a budgétisé et les réalisations. Bien entendu, on va calculer ces écarts et on va essayer de trouver les explications de ces écarts. Et des indicateurs et le tableau de bord pour la qualité, le pilotage, la performance. Donc là, un petit tableau qui récapitule, si vous voulez, l'évolution du contrôle de gestion. Bon, je ne vais pas m'attarder beaucoup. Donc je vais aller plus vite dans le vif du sujet. Pourquoi un tableau de bord? On s'est mis d'accord que parmi les outils, les boîtes à outils du contrôle de gestion, on a dit que le tableau de bord constitue l'un des principaux outils de contrôle de gestion qui présente en fait beaucoup d'avantages et surtout la célérité ou la rapidité d'utilisation du tableau de bord. C'est vraiment comme le tableau de bord que nous utilisons tous dans notre bagnole, dans notre voiture. Pourquoi un tableau de bord? Pour une prise de décision en temps réel dans l'entreprise, pour une prise de décision répartie, pour des informations adaptées à chaque décideur. On a adapté à chaque décideur. On va voir qu'on va établir un tableau de bord financier, un tableau de bord commercial, un tableau de bord pour la gestion des ressources humaines. Donc pratiquement dans chaque département, dans chaque fonction, on va lui établir un tableau de bord spécifique. Et on utilise le tableau de bord pour une coordination et une coopération des acteurs dans un consensus actif. Maintenant, je vais parler de la qualité des indicateurs. La qualité des indicateurs. Bien entendu, schématiquement, le tableau de bord regroupe plusieurs indicateurs. Donc, il est fondamental, il est très intéressant de voir les qualités requises à travers ces indicateurs. Ces indicateurs doivent être quantifiables et mesurables. Je ne peux pas dire, par exemple, on doit faire évoluer les ventes d'une manière très importante. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière très importante? On doit chiffrer ça. Par exemple, on peut fixer que nous espérons réaliser une augmentation de chiffre d'affaires à raison de 10%. Il faut que l'indicateur soit chiffré pour pouvoir par la suite contrôler et pour par la suite savoir, analyser tout ce qui est prévu par rapport à tout ce qui est réalisé. Les indicateurs doivent être clairs et faciles à comprendre. Bien entendu, c'est vrai que nous parlons de nos jours de tableau de bord stratégique. Attention. Romini. Donc, je disais que les indicateurs doivent être clairs et faciles à comprendre. C'est vrai que de nos jours, on parle de tableau de bord stratégique pour le top management. Mais le tableau de bord peut être utilisé à n'importe quel niveau hiérarchique. Donc, à n'importe quel niveau, l'utilisateur de ces tableaux de bord doit lui être facile d'accéder ou de préparer ces indicateurs. Et ces indicateurs ne doivent pas être très nombreux, pour ne pas puiser l'analyse. Donc, ma question pour choisir des indicateurs. Que cherche-t-on à mesurer? Quelle précision est nécessaire? À quelle fréquence faut-il mesurer? Qui génère l'information de base? Quels sont les utilisateurs intéressés?
toutes ces informations sont indispensables, sont requises pour établir un tableau de bord donc, qui sera utilisé. Exemple de tableau de bord financier. Pour l'analyse financière, on va utiliser les cycles, les soldes intermédiaires de gestion, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie nette. On va utiliser le compte de résultat, le bilan. Pour l'analyse financière, le PER, ce sont des ratios. Le cours en bourse. Pour ce qui est évaluation, on va évaluer par la méthode patrimoniale, par la méthode du goodwill. Donc, toutes ces indications doivent être bien spécifiées ou bien clarifiées pour qu'on puisse bien utiliser le tableau de bord. Donc, tableau de bord stratégique. Le tableau de bord peut être utilisé à n'importe quel niveau donc, hiérarchique. À titre d'exemple, on a le tableau de bord stratégique. La vision stratégique, nous avons des objectifs, les orientations stratégiques et nous avons toutes les fonctions au sein de l'entreprise. On a l'axe financier, l'axe client, l'axe organisation et l'axe amélioration. Dans cette sphère, si vous voulez, donc, on va utiliser le tableau de bord stratégique. Exemple, un tableau de bord social. Je termine avec le tableau de bord. On a l'effectif. L'effectif, on va analyser l'effectif par démographie, par âge, par sexe. Donc, pour la rémunération, on va mettre au niveau de notre tableau de bord les systèmes de rémunération, la promotion, etc. On va analyser individuellement et d'une manière collective pour piloter les salaires, donc le coût du personnel, le budget, frais personnels. Toutes ces informations peuvent être utilisées dans le cadre d'un tableau de bord social et l'évaluation et l'appréciation des performances individu par individu, la formation du personnel, l'investissement, le suivi et le contrôle, et enfin le climat social, qui fait on va mesurer ou évaluer notre climat social, notamment par le nombre de conflits, donc les risques sociaux, le bilan social et le bilan sociétal. J'aimerais bien terminer avec vous, mais monsieur le contrôleur me dit qu'il faut s'arrêter. Je suis prêt à vos questions. Honnêtement, j'aurais aimé une heure, une demi-heure, mais c'est ce que je peux faire. Si vous avez des questions, je suis là. Donc, Alors, merci pour la présentation. Une petite question concernant le tableau de bord. On a vu qu'il est établi à partir d'un système d'information un peu complet. Et si on veut être un peu plus attentif, on peut voir que le tableau de bord, suivant cette présentation, il est réalisable pour une entreprise qui est de taille. Pas une certaine taille. Une certaine taille. Donc on sait que pour nous les jeunes aujourd'hui, on est plutôt intéressés à faire de nouveaux projets, à avoir des idées. Généralement on va commencer avec des petites entreprises, soit d'une, deux, trois personnes au maximum. J'aimerais bien savoir que va être le tableau de bord d'une entreprise nouvellement créée, d'une entreprise qui n'est pas de taille énorme, de telle façon que vous pouvez avoir des accès aux informations de contrôle de gestion, de comptabilité générale, etc. Très bonne question. Votre question m'oriente, si vous voulez, me dirige vers l'organisation. Quelle est la différence, la principale? L'une des différences entre une petite entreprise, une vente qui est récente, et une grande entreprise, c'est principalement l'organisation. On a étudié tous l'organisation et on a vu que la première méthode ou la démarche pour l'organisation, c'est la structure solaire. Qu'est-ce que ça veut dire structure solaire? C'est une structure, c'est une organisation basée sur la personne, ou l'exploitant, la personne qui a donc créé l'entreprise. Toutes les informations seront détenues par cette personne, par ce gérant, entre guillemets, par ce nouveau promoteur. Donc, le nouveau promoteur va établir un tableau de bord spécifique à son utilisation.
Au fur et à mesure que l'entreprise va, si vous voulez, évoluer, va prendre de la taille, va recruter des personnels, on a peu à peu, le gérant va déléguer, si vous voulez, les fonctions de commercial, il va déléguer les fonctions de financier, etc. Et chaque département va donc avoir son propre tableau de bord. Donc je reviens pour vous répondre. Pour les entreprises récentes, nouvellement récentes, toutes les informations, malheureusement, sont détenues par le propriétaire, par le nouveau promoteur, et c'est lui qui va avoir un tableau de bord général à lui. Pas à pas, une fois, donc la CIFI va, si vous voulez, se développer, donc il y aura la division de l'entreprise en départements, par exemple, et pas à pas, chaque département, chaque division, si vous voulez, on va lui allouer son tableau de bord. Mais bien sûr, notre gérant va avoir collecté tous ces tableaux de bord et va donc avoir l'obligation d'établir lui-même un tableau de bord stratégique. Parce que lorsque je parle de tableau de bord stratégique, ça ne relève pas uniquement de la fonction commerciale ou la GRH, etc. Donc, ça relève de la vision de la rotation générale de l'entreprise. Donc, est-ce que j'ai bien expliqué ou non? Oui, c'est solaire. Donc tout dépend de ce propriétaire, de ce promoteur.